Estamos aquí en la Universidad de Buenos Aires con el doctor Frédéric Levarón, sociólogo francés invitado por el Centro Franco-Argentino en Altos Estudios de la Universidad de Buenos Aires en el marco del seminario Las políticas neoliberales contemporáneas y sus consecuencias. Buenas tardes. Queríamos empezar preguntando cómo caracterizaría el neoliberalismo contemporáneo. Vaste question, c'est une question très large. Una pregunta muy amplia. Alors, on va dire, ce qui est néo dans le néolibéralisme, c'est l'insistance sur le cadre institutionnel et juridique de bon fonctionnement des marchés. Lo que es neo en el neoliberalismo es insistencia sobre el marco jurídico y el funcionamiento de los mercados. Bon, il y a trois grands marchés. Hay tres grandes mercados: Le marché monétaire et financier, le marché des biens et services, le marché du travail. el mercado monetario financiero, el mercado de los bienes y servicios y el mercado del trabajo. L'État et les politiques publiques doivent être actives, mais simplement pour s'assurer que l'ajustement par les prix se fait bien sur ces trois marchés. El Estado, la política pública, debe ser activo, pero solamente para asegurarse que el funcionamiento del precio está bien en los mercados. Donc en particulier, ça va être le droit de la concurrence. Entonces, por ejemplo, en particular es cierto, se verifica eso con el derecho a la competencia, Le droit à la propriété. el derecho a propiedad. Donc c'est une doctrine de néolibéralisme qui donne beaucoup de place au droit pour favoriser un bon fonctionnement des marchés. Entonces, es una doctrina, el neoliberalismo, que deja un amplio espacio al derecho para favorecer el buen funcionamiento del mercado. Alors ensuite, il y a les politiques publiques qui se réclament du néolibéralisme de manière explicite ou implicite. Después están las políticas públicas que se reclaman del neoliberalismo de manera explícita o puede ser implícita también. On pourrait dire qu'elle commence dans les années 70 avec Pinochet au Chili, puis bien sûr ensuite Thatcher et Reagan en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Se puede decir que empiezan en los años 70 con Pinochet en Chile y después obviamente que siguen con Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Elles vont se généraliser ensuite, Y después se tienden a generalizar, en particulier se développer en Europe. particularmente se desarrollan en Europa. Et l'Europe illustre bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'Europe c'est une construction institutionnelle, Y Europa ilustra bastante bien esa idea de construcción institucional, mais dont l'objectif c'est vraiment le bon fonctionnement de l'ordre marchand. pero cuyo objetivo es el buen funcionamiento del orden mercantil. Et cette logique, elle s'est renforcée au fil du temps dans la construction européenne. Y esa lógica ha tendido a reforzarse a través del tiempo en la Unión Europea. Donc la dimension néolibérale de la construction européenne est devenue de plus en plus forte. Con lo cual la dimensión neoliberal del orden europeo llegó a ser cada vez más fuerte, más importante. Voilà, parce que ça se traduire par de plus en plus de réformes structurelles des marchés du travail. Lo cual significó reformas estructurales del mercado del trabajo pour le flexibiliser, para flexibilizarlo, alléger le poids des protections des salariés, con el objetivo de aliviar el peso de las protecciones hacia el asalariado et rendre l'économie européenne plus compétitive. C'est ça l'objectif final. y hacer de la economía europea, el objetivo es que la economía europea sea más competitiva. L'idée, c'est un petit peu que la compétition, c'est à la fois un instrument, la concurrence, c'est à la fois un instrument et un objectif. La idea es que finalmente la competencia es a la vez un instrumento y un objetivo. On met plus de concurrence entre les firmes, entre les individus, pour qu'elles soient plus compétitives à l'échelle mondiale. Se incentiva que haya más competencia entre los individuos y entre las empresas para que Qu'elles soient plus compétitives à l'échelle mondiale. tengan más competencia, más competitiva a nivel mundial. Et dans tous les pays où se sont appliquées et s'appliquent aujourd'hui des politiques néolibérales, on retrouve ce même mécanisme. Y en todos los países donde se implementaron políticas neoliberales encontramos los mismos mecanismos. Perfecto. Y en todo este sistema, la universidad pública, ¿cómo influye la universidad pública? Alors bien sûr, l'université publique est affectée par les réformes néolibérales. Bueno, por supuesto, la universidad pública se encuentra afectada por las reformas Parce que neoliberales. d'abord, les politiques néolibérales vont renforcer l'autonomie des établissements et la mise en concurrence des établissements. En primer lugar, porque la lógica neoliberal va a tender a reforzar la autonomía de los establecimientos y por lo tanto la competencia
entre las universidades. Entre les universités publiques elles-mêmes, mais aussi avec les universités privées ou les écoles. Competencia entre las universidades públicas mismas y también competencia entre las universidades públicas y las universidades privadas o escuelas. Toujours avec l'idée de renforcer la compétitivité. Siempre con esa misma idea de reforzar la competitividad en matière de recherche et surtout d'innovation. En los rubros de investigación y de innovación. Avec l'idée que c'est l'innovation qui permet la compétitivité. Con la idea de que es la innovación que permite la competitividad. Donc on retrouve toujours ce thème de rendre compétitif. Entonces siempre volvemos con el mismo tema de hacer más competitivo. Leur idée, c'est qu'on va renforcer la capacité d'innovation en mettant les gens plus en concurrence. La idea es que se va a reforzar la capacidad de innovación poniendo a la gente competición, ¿cómo se puede decir? Competitividad. En competitividad entre ellos mismos, ¿no? Mais évidemment, il y a aussi, ça va avec, une réduction des budgets publics, c'est la dimension de politique d'austérité. Y por otra parte, esto se acompaña de una reducción del presupuesto. Et c'est évidemment un aspect très très important des politiques néolibérales aujourd'hui. Y es un aspecto muy importante ese recorte presupuestario de las políticas neoliberales hoy en día. Évidemment en Europe, en particulier, Y en particular en Europa, no solamente, pero en particular en Europa. Où les réductions budgétaires depuis 2010 sont assez importantes. Donde los recortes presupuestarios del año 2010 son bastante importantes. Parce que les États ont un fort endettement public. Porque los estados tienen un fuerte endeudamiento público. Et donc, les institutions européennes en particulier font pression sur les États pour qu'ils réduisent leurs dépenses publiques. Y por lo tanto las instituciones europeas presionan a los estados nacionales para que reduzcan su endeudamiento público. Donc on a par exemple appris récemment en France qu'on allait avoir une baisse assez forte du budget des universités de la recherche. Sí, entonces nos enteramos, por ejemplo, hace muy poco tiempo que en Francia íbamos a tener una reducción bastante fuerte de presupuestos para la investigación. Donc quand on met les deux ensemble, réduction des budgets et mise en concurrence, y si se combinan las dos cosas, reducción del presupuesto y puesta en concurso, on aboutit à un changement systémique assez rapide. Se llega a un cambio sistémico bastante rápido. Et dans les effets les plus évidents, c'est la polarisation entre ceux qui s'en sortent bien, et en particulier l'élite scientifique, cuyos efectos son la polarización entre los que salen adelante, la élite científica, en particulier ceux qui sont tournés vers les entreprises et l'innovation, y en particular la élite y los establecimientos que están dirigidos hacia el mundo empresarial, et la grande masse des personnels précaires de l'enseignement supérieur et inférieur. Y por otro lado, la gran mayoría de los establecimientos más precarios de la investigación. Ils sont souvent plus jeunes et qui assurent les cours les plus difficiles dans les conditions également les plus difficiles. Entonces las personas, hablando de personas, que son los más jóvenes y que finalmente aseguran el trabajo en condiciones más difíciles, más precarias. Ça, je pense que c'est ça le cœur en fait aujourd'hui, les effets du néolibéralisme dans l'enseignement supérieur et la recherche. Pienso que es esto el corazón, realmente los efectos del neoliberalismo en el mundo sobre el mundo de la investigación y de la enseñanza pública. On a une espèce d'éclatement avec d'un côté une sorte d'oligarchie scientifique en quelque sorte, et de l'autre côté une grande masse de plus en plus fragile. Entonces tenemos como una explicación que por un lado una élite bastante reducida y después una gran masa fragilizada, precaria. Et moi, il me semble que ce système n'est pas en fait très efficace, y compris même pour les innovations socialement utiles. Y a mí me parece que este sistema, si solamente uno lo toma desde el punto de vista de las innovaciones socialmente útiles, tampoco es eficiente. Ni du point de vue du développement économique et social, du développement humain. Tampoco desde el punto de vista del desarrollo humano y social es eficiente ese sistema. Y hablamos justamente de los cambios, vos mencionabas por ahí el cambio más económico, por así decirlo. ¿En qué sentido ha influenciado o cómo se relaciona con la producción y difusión del conocimiento? Elle s'est marchandisée aussi pour une part. Se mercantilizó también por una parte. On insiste plus justement sur la validité économique de la recherche. Porque se insiste cada vez más sobre la validez económica de la investigación. On mise plus sur la recherche appliquée. Se apuesta mucho más sobre la investigación aplicada, qui produit des innovations
des innovations à court terme avec les brevets, etc. que produce innovación a muy corto plazo, con patentes. Et évidemment, les conditions de transmission des connaissances fondamentales Y obviamente la condición de transmisión de los conocimientos fundamentales sont devenues plus difficiles, surtout dans les filières les plus massifiées, les plus importantes en nombre. se ha vuelto más complicada, sobre todo en las carreras más masificadas y más importantes en cantidad de personas, ¿no? Ce qui renforce les logiques de sélection inégalitaire. Los cuales tiende a reforzar la lógica de selección desigual, desigualitaria. Et qui, d'une certaine manière, aboutit à une perversion, une dégradation des contenus enseignés. Y que finalmente desemboca en una pérdida de calidad de los contenidos de lo que se enseña. Y se han privilegiado algunas disciplinas por sobre otras también, tanto en lo económico como en... Oui, bien sûr. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué là tout à l'heure lors de la conférence. C'est-à-dire, il y a des disciplines qui sont privilégiées d'une certaine manière, ce sont des disciplines plus appliquées. C'est aussi le management, l'économie, qui sont des disciplines qui sont articulées à la mondialisation. Sí, obviamente hay disciplinas que se encuentran privilegiadas, el management, por ejemplo, y la economía que está vinculada a la mundialización se encuentra privilegiada. Et les disciplines plus critiques qui sont plus marginalisées. Y las disciplinas La philosophie, más la críticas, sociologie. como la filosofía, la sociología, se encuentran más marginalizadas. Claro. Bien, y después también queríamos preguntarle en este contexto cuáles son, digamos, las principales exigencias en cuanto a capital, ya sea cultural, simbólico, que se hace a los actores de digamos, del sistema educativo. Du système éducatif, je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question en fait. Quelles sont les formes de capitaux, ouais. les espèces de capital qui permettent de s'en sortir dans le système éducatif mondialisé. Alors c'est vrai que le poids des disciplines économiques, de gestion est devenu plus important. Donc je pense que ce sont devenus des atouts plus valorisés. L'économie, la gestion, la langue, les langues, et l'anglais en particulier. L'économie et le management. La gestión, el management, y también los idiomas han sido bastante valorizadas hoy día. Particulièrement dans les filières d'élite. On voit que c'est une culture qui est une sorte d'hybride de ces différentes composantes qui est en train de s'imposer comme la culture dominante à l'échelle mondiale. Particularmente en los rubros de élite que se están imponiendo a nivel mundial. Bueno, y la última pregunta sería, ¿cuáles son los desafíos en este contexto de las universidades y de sus actores en este escenario? Les défis sont énormes, je pense que c'est des défis à différentes échelles. Il y a le défi pour les politiques de l'enseignement supérieur et de la recherche. Voilà. Au niveau, je dirais, étatique, des politiques publiques, de promouvoir à la fois des logiques de démocratisation, d'accès aux connaissances, au savoir plus large. Primero, promover políticas de democratización y de acceso a los saberes, de conocimiento más amplio. Limiter les mécanismes de sélection sociale. Y de limitar los mécanismos de selección social inconsciente. Tout en favorisant le développement des connaissances, c'est-à-dire, je pense qu'en même temps, il ne faut pas négliger la recherche de qualité, d'amélioration de la qualité. Y por otra parte, intentar fomentar el desarrollo del conocimiento, la producción de conocimiento de calidad. Mais qui ne s'évalue pas forcément au nombre de publications citées dans les grandes revues. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une perversion du système, on n'évalue plus la qualité qu'à travers les citations des articles de recherche, mais plutôt à travers les contenus eux-mêmes et leur capacité à renouveler les connaissances. Sí, evitando creer ese error que consiste en evaluar el trabajo en función de un índice de citación de las grandes revistas, sino que evaluar realmente el contenido, no cuántas veces ha sido citado y cuántos artículos ha publicado uno. Et c'est un enjeu qui peut se décliner à différentes échelles. L'échelle des disciplines, par exemple, moi j'essaie de contribuer dans l'Association française de sociologie, par exemple, voilà, on essaie d'aller dans ce sens-là, mais on peut le voir au niveau des facultés, au niveau des laboratoires, au niveau des départements, au niveau de toutes les institutions d'enseignement supérieur, on peut essayer de se battre pour aller dans ce sens. Y esta lucha se lleva a cabo en distintos niveles, por ejemplo a nivel de la disciplina, a nivel de un departamento, de una carrera, también a nivel
de la Asociación Francesa de Sociología que dirige Federico Daon, donde se intenta justamente implementar ese tipo de funcionamiento más democrático y no dirigido solamente focalizado sobre los índices de citaciones. Bueno, Merci. muchísimas gracias.